Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Créole et également aussi en simultané sur Créole FM, également regardé en métropole. Vous êtes sur votre chaîne préférée, Télé Créole, les experts, c'est tout de suite et maintenant et je ne parlerai qu'en présence de mes avocats. Et ce sera le cas, à tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à un numéro de téléphone à faire, le 02 62 566 566 pour poser vos questions. Je suis en compagnie de Martine Leveneur. Bonsoir maître. Également aussi de Brigitte Waro. Bonsoir. Bonsoir maître. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui, très très bien. Bah oui, je pense que là, en effet, en cette soirée très sympathique, eh bien, nous allons pouvoir en effet poser les questions. Bah écoutez, on attend donc vos appels au 02 62 566 566, comme convenu pour l'émission Les Experts. Une petite question, une interrogation. On aura le plaisir, bien sûr, d'y répondre. En tentant, je voudrais juste vous poser quelques petites questions comme ça, en attendant bien sûr, nos téléspectateurs et à la fois aussi auditeurs de radio. Qu'est-ce qu'un contrôle judiciaire? Alors, un contrôle judiciaire, c'est un contrôle qui va permettre, dans le cadre d'une affaire pénale, de poser quelques obligations à certaines personnes contre lesquelles il y a ce qu'on appelait avant des soupçons d'avoir commis certains faits. Donc on peut les contraindre à ne pas quitter le territoire, à ne pas quitter un certain espace géographique, à aller pointer à la gendarmerie, au service de police, à ne pas rencontrer certaines personnes, à ne pas entrer en contact avec d'autres personnes, à ne pas détenir des armes. Il y a comme ça un arsenal d'obligations qui peuvent être imposées. Ça permet d'avoir une alternative à la détention, donc au lieu de mettre les gens en prison, ou alors s'ils ont déjà fait de la détention pendant un certain temps, on va leur imposer certaines obligations pour essayer de garder un contrôle malgré tout sur leurs activités, leurs déplacements, leur façon de se conduire. Donc c'est tout un arsenal qui est prévu, qui peut être notifié par un juge d'instruction ou par les services de police ou de gendarmerie. Très bien. C'était donc le contrôle judiciaire expliqué par Brigitte Waro. On va commencer directement au standard, au 02 62 566 566 pour pouvoir bien sûr réceptionner vos questions. Une question par personne, 5 minutes ou 6 minutes bien sûr pour pouvoir y répondre. C'est parti, on commence. Bonsoir, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, madame. Juste, je voulais vous poser une question. Oui. J'ai pris un loyer en meublé. Oui. Un appartement. Dessus, il est prévu le prix du loyer, ce qui est normal, et des charges montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est quand même de 68 € mensuels. Donc, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que mon propriétaire m'a fait parvenir un montant de taxes à payer concernant les ordures ménagères, qui s'élève à 257 €. Donc, oui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je devrais le payer? Ou la question que je me pose, est-ce que je dois payer des ordures ménagères dans un logement meublé où je paye un montant forfaitaire de 68 € mensuels, s'il vous plaît? Alors, monsieur, il faudra regarder votre contrat. Allô? Oui, on vous répond. Je suis très faible, hein. Alors, il faudra regarder votre contrat. Normalement, oui. Effectivement, en tant qu'occupant dans un bail normal, vous devez payer la taxe d'ordure ménagère au prorata de votre période d'occupation. Dans votre cas, je ne sais pas, d'abord, cette taxe d'ordure ménagère est spécifiquement pour ce logement? Il semblerait, oui. D'accord. Bon, déjà, il faudrait vérifier cela. Et ensuite, il aurait fallu, au moment de la signature du bail, que le bailleur précise la nature de ces taxes. Effectivement, cela me semble un peu étonnant que ce soit des taxes d'ordures ménagères, parce que, en l'occurrence, pour un contrat à durée déterminée, tel qu'un contrat saisonnier ou location de meublé, etc. C'est ça, oui, un meublé, c'est bien ça, oui. Oui, c'est ça. Donc, vous avez un loyer, et s'il y a des taxes, ça peut correspondre peut-être à des charges, par exemple, de gestion locative ou des gens qui vous font visiter l'appartement, etc. Oui, mais là, il faudrait que vous demandiez à votre bailleur la nature de ces taxes, pour qu'il n'en rajoute pas et que vous puissiez contester si vous n'êtes pas d'accord ensuite.
D'accord. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il me faut payer ce qu'elle me demande, quoi, ce que me demande le propriétaire. Moi, je contesterai d'abord avant de payer. Vous lui demandez pourquoi vous devez payer une taxe d'ordures ménagères. Si c'est bien cet appartement qui est concerné et seulement cet appartement, vous devez payer forfaitairement et il faut que la nature des taxes soit prévue dans le cadre de votre contrat. Oui, Donc, parce que moi, tout ce que je lis là-dessus, c'est le montant et le paiement du loyer. La présente location est consentie et acceptée moyennant un paiement mensuel d'avance en toutes lettres. Et les charges, c'est encadré forfaitaire. Les charges sont forfaitairement fixées à 68 euros. Ah oui, mais en tout état de cause, il faut qu'il vous justifie les montants des charges. Si je puis me permettre également de mettre mon petit grain de sel, quand on parlait de charges, est-ce que c'est l'eau et l'électricité? À mon sens, c'est pas l'électricité. L'eau est compris dans les charges, oui. Ah d'accord, ok. Bon, en effet, donc la réponse a été donnée en effet par Maître Waro. Il faut regarder déjà en effet votre bail, voir si c'est inscrit. Et en effet, souvent, quand on est amené à louer un appartement, on reçoit également les taxes ménagères qui sont sur la taxe foncière et donc qui après est remise directement au locataire. Alors, est-ce que dans votre cas, c'est le cas ou pas? Ça serait la grande question à vous de vérifier. Bien, je voilà. vous remercie. Merci beaucoup. On salue également la venue de Maître Morel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Bah écoutez, ça va très très bien. Bah écoutez, on est 4, on va pouvoir commencer à faire un rami, ça va être très très sympa. Ou alors tout simplement également répondre aux questions de nos téléspectateurs et ça va être le cas. Et ben, vous pouvez encore appeler. On est maintenant 3 à vous donner en effet des réponses. Alors tout à l'heure, on était en effet sur une petite question qui était simple. En effet, qu'est-ce qu'un contrôle judiciaire? On a eu le plaisir tout à l'heure d'y répondre. Je vais continuer encore mes petites questions comme ça en attendant bien sûr et bien nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'une perquisition? Alors même si on le sait, il y a également aussi des jeunes qui savent comme ça de nom, mais vraiment avoir la définition en effet par des avocats, c'est aussi bien. Voilà. Alors. Une perquisition, c'est des OPJ qui viennent à votre domicile, sur votre lieu de travail, où est-ce qu'il peut y avoir des indices concernant une procédure judiciaire qui est en cours et qui procède à des saisies. À une fouille. À une fouille, de l'appartement, à une fouille de l'appartement et à saisir ce qui les intéresse ou qui peut intéresser l'enquête. Alors, est-ce qu'une perquisition se fait comme ça, naturellement? Bah tiens, on va faire une perquisition. Non, ou alors, bien sûr, là, il y a quand même tout un processus quand même à mettre en place. Voilà, c'est dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information ou d'une information, c'est-à-dire quand un juge d'instruction est saisi sur commission rogatoire, on peut procéder à des perquisitions. Il faut toujours une procédure judiciaire, c'est toujours encadré. D'accord, toujours. Les personnes ne peuvent pas s'opposer à la perquisition, ils peuvent juste, on leur demande l'autorisation de rentrer chez eux, mais en fait, ils ne peuvent pas s'opposer à la perquisition. D'accord, ça c'est impossible. Voilà, c'est l'histoire dans les préliminaires d'une enquête. Dans le cadre d'une enquête ou d'une information. Très bien. Bah écoutez, merci pour cette précision. On continue au standard, au 02 62 566 566. C'est le numéro que vous avez fait et on vous écoute. Bonsoir, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, c'est M. Ali. J'appelle, c'est pour poser une question. C'est pour un proche qui a été condamné pour un fait. Oui, condamné pour un fait. Elle a fait un appel. Appel, ok. Et elle a été recondamnée encore pareillement. Est-ce qu'elle peut faire encore un troisième appel? Non, elle peut faire à la décision du juge. Alors, un appel raté, un deuxième, enfin non, c'est appel, et elle veut refaire encore un autre appel. C'est devant quelle juridiction, monsieur? Comment? C'est devant quelle juridiction? C'est pour le juge, pour les enfants, pour avoir le droit, en fait. Ah d'accord, non, elle ne peut pas faire 2 fois appel. En fait, il y a 3 niveaux dans une procédure, globalement. Il y a la première instance, donc c'est la décision du juge ou du tribunal pour enfants dans votre cas. On peut faire appel de cette décision. La cour d'appel va rendre un jugement. Et après, ce que vous pouvez faire dans votre cas, c'est cassation. C'est-à-dire, c'est possible, mais il faut vérifier de quoi il s'agit exactement pour voir si la possibilité de faire de cassation est possible ou pas. Et à ce moment-là, il faut aller à la cour de cassation. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais si la situation de votre enfant a changé ou s'il y a de nouveaux éléments, vous pouvez ressaisir par contre le juge des enfants avec ces nouveaux éléments. Ah d'accord, parce qu'elle n'a pas été assistée par un avocat la deuxième fois, donc après ils ont pris une décision comme ça. Alors, devant la cour d'appel, elle était obligée d'être assistée par un avocat. Donc, si elle n'a pas pris d'avocat, effectivement, ils ont dû confirmer. Parce que devant la cour d'appel, c'est par ministère d'avocat obligatoire. Donc, si elle n'a pas pris d'avocat, elle n'a pas pu se défendre devant la cour d'appel. Non, parce qu'elle n'a pas été présente. Il n'y avait pas un avocat commis d'office. Est-ce qu'elle peut prendre un avocat à l'extérieur? Parce que c'est des avocats qui ont été désignés par la cour d'appel.
Non, les avocats ne sont pas désignés par la cour d'appel. Hein. Je ne sais pas parce que apparemment elle n'a pas fait un avocat. Donc, mais elle peut faire quand même comment vous avez dit? Non, mais un pourvoi en cassation. Non, alors monsieur, là dans votre cas, à mon avis, il faudrait aller voir un avocat, là maintenant, voir s'il y a une possibilité de ressaisir le juge des enfants et voir dans quelles conditions vous pouvez le faire pour que le juge rende une décision si vous avez des nouveaux éléments ou des éléments qui n'ont pas été pris en compte par la cour d'appel ou par le premier juge. À mon avis, ce serait peut-être plus adapté. Parce que la cassation, je ne sais pas si dans votre cas c'est possible ou pas, ça dépend des procédures. Et en plus, ça risque d'être très long. Donc, si c'est une décision qui pose problème ou si l'intérêt des enfants est mis en cause, c'est peut-être mieux d'aller voir un avocat. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la cour d'appel vous a désigné un avocat. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Vous avez dû demander un avocat qui a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, mais vous avez le choix de votre avocat, monsieur. Même si c'est l'avocat, il ne nous a pas concerté, il nous a pas c'est à vous, monsieur. C'est pas l'avocat de vous appeler, c'est à vous de contacter l'avocat qui a été désigné. On l'a contacté, mais après, on n'a pas eu de nouvelles. Alors, la décision a été prise. Le mieux, monsieur, même dans l'aide juridictionnelle, vous pouvez choisir votre avocat s'il accepte l'aide juridictionnelle. Donc, essayez de voir un avocat, lui demander s'il accepte l'aide juridictionnelle et essayez de voir s'il est possible de ressaisir le juge d'une nouvelle demande. D'accord. Voilà, monsieur. Voilà. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup, très très bonne soirée, merci. Alors, selon les cas, quand on a eu un jugement, on peut faire appel, c'est bien ça, d'accord. Oui. Mais Ça attention, dépend, oui, ça dépend, enfin c'est assez, ça peut être assez vaste, mais Globalement, globalement, comme oui. ça. Mais c'est peut-être aussi dangereux, aussi, de faire appel. Oui, ça peut l'être, c'est un risque. Ça peut l'être. Oui. Mais là, je pense qu'il confirme ou... Oui, voilà. Ça dépend de la nature de la décision. Pour l'histoire du monsieur, certes, Voilà. mais globalement, quand on est amené à faire appel, on Faut dit, ouais, on va réfléchir. essayer d'avoir moins, mais des fois, on peut avoir plus. Oui. Parce que c'est rejugé. On rejuge complètement. On rejuge complètement. Comme ça, voilà, c'était donc une petite question à savoir. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, j'ai une petite question à poser s'il vous plaît. Ah bon, on aura une grande réponse à vous donner pour la peine. Merci. Voilà, je suis en bon âge judiciaire et l'expert est monté sur le terrain pour mesurer le terrain. Mais là, il m'a fait déborder sur tous les voisins. Et maintenant, vous voyez, les voisins ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal. Ben là, je voudrais savoir à quoi m'attendre, quoi. Maître Morel. J'ai pas trop compris. L'expert est monté Oui. et il vous a fait un rapport qui est... Voilà, le rapport de l'expert géomètre, il vous est favorable à tel point qu'il déborde chez les voisins? Oui, de partout en plus. Il déborde de partout. Donc vous allez vous mettre mal avec tous les voisins. C'est-à-dire, Mais écoutez, j'allais vous dire d'abord que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, parce que dans les bornages, Oui. là où on est embêté, c'est quand le rapport de l'expert géomètre vous est défavorable. Et là, c'est très difficile, même pour un avocat, de venir contrer un rapport d'un géomètre qui est défavorable à son client. Donc là, en l'espèce, si le rapport vous est favorable, peut-être qu'il y a possibilité de négocier avec les voisins en disant, voilà, le géomètre vous donne raison sur tel point, au nord de la parcelle, mais vous êtes d'accord d'abandonner une fraction du terrain qui vous est concédée par le géomètre. Pareil avec l'autre voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Comme là, le rapport va dans votre sens. Donc vous pouvez... Oui, mais le problème, c'est que les voisins ont déjà venu chez moi et ils sont pas d'accord du tout. Donc il dit qu'il va faire appel et tout. Et c'est pour ça que ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Je vous conseille de transiger, c'est-à-dire de couper la poire en deux. L'expert vous donne raison, tant mieux. Donc vous êtes en position de force pour négocier. C'est-à-dire pour dire, voilà, vous savez à peu près où votre terrain passe. Je pense. Donc, c'est à vous, même si l'expert vous donne raison, de faire en sorte que une partie de ce qui vous est acquis soit abandonnée aux voisins, puisque vous vous dites, apparemment, le géomètre s'est trompé, et sur tel point à tel point, on n'est pas chez vous, mais on est chez le voisin. Donc, il y a possibilité, si vous voulez, avec l'aide du géomètre d'ailleurs, parce qu'un expert qui est nommé par un tribunal, il a toujours pour mission, éventuellement, de concilier, c'est-à-dire de trouver un accord amiable. Donc il faut réunir
les voisins avec le géomètre pour tomber d'accord sur des points qui vous sont favorables, mais qui pénalisent pas trop le voisin pour pas qu'il aille en appel, justement. Vous voyez, j'insiste sur un point. Le géomètre, il donne un avis. C'est pas lui qui juge. C'est pour ça que si vous, pour une fois, vous êtes d'accord, d'habitude c'est le contraire, hein, les gens ne sont pas contents parce que le géomètre leur donne tort. Là, le géomètre vous a donné trop raison. Donc vous pouvez quand même arriver à faire en sorte de rester dans votre bon droit sans mordre sur la propriété du voisin. D'accord, oui. Est-ce que vous avez un avocat, madame? Voilà, sinon... Est-ce que vous avez un avocat? Le mètre de carré, voilà, le nombre de mètres carrés. Est-ce que vous avez un avocat, madame? Oui, oui. Alors, il faut voir votre avocat. Pour que votre avocat écrive aux avocats adverses pour dire, voilà, l'expert nous donne raison sur certains points où on a tort, on accepterait de faire telle proposition, hein, et avec le plan, dire, voilà, ce qu'on revendiquerait devant le tribunal et ce qu'on accepterait. Et ça, c'est à votre avocat de le faire. Parce que au problème, excusez-moi, mais le problème, c'est qu'au départ, il y avait un bon existant. Mais apparemment, il dit que le bon existant n'est plus vraiment ça. Donc, il a fait déborder chez le voisin. Oui, je comprends bien. Tout le monde à l'époque a signé pour la bonne existant. Oui, mais aujourd'hui, ce que vous me dites, ça ne change rien. L'existant, pas l'existant. Vous avez un rapport qui vous est favorable. Oui, sauf que vous me dites, si j'ai bien compris, bien sûr, que le géomètre vous donne raison sur certains points où vous n'avez pas raison en réalité. Bien. C'est pour ça que je vous conseille de prendre rendez-vous avec votre avocat, de dire, voilà, maître, les points, moi, que je voudrais, parce que là, je suis chez moi. Par contre, au nord, là, l'expert me donne raison, je ne suis pas chez moi. Donc, on va tracer un trait. Et est-ce qu'il est possible d'écrire à l'avocat du voisin qui est au nord pour lui dire qu'on lui abandonne ce petit bout de terrain, cette parcelle? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réussir à trouver une entente. Et par votre avocat, vous pouvez réussir... Si c'est bâti de partout, si c'est construit de partout. Madame, moi, je n'ai pas les plans sous les yeux, je ne peux pas vous donner de détails. Moi, je vous donne une ligne de conduite générale. Vous avez un rapport qui est bon, mais en même temps, vous ne voulez pas, c'est tout à votre honneur, vous fâchez avec les voisins, surtout que vous pensez avoir tort sur certains points. Donc, il faut voir votre avocat pour faire une proposition transactionnelle. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, là, ce soir, on ne va pas pouvoir à l'antenne étudier les plans, etc., voir là où c'est bâti, pas bâti. Peut-être qu'un endroit où c'est bâti, on peut abandonner et récupérer là où c'est pas bâti. Vous voyez, faire une compensation pour qu'il reste à peu près, pour que chacun s'y retrouve en termes de superficie entre ce qui est donné dans l'acte. Encore que les actes à la Réunion sont souvent indicatifs. Il y a une grande différence entre les superficies contenues dans les actes notariés et ce qu'on retrouve en réalité sur le terrain. D'accord. Voilà, madame. D'accord, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Très bonne soirée. En tout cas, madame est en sécurité avec le nombre de chiens qu'elle a à la maison. A priori, c'est bon, les voisins peuvent venir. Voilà, on continue au standard. Bonsoir, on vous écoute. Allô? En compagnie de Maître Waro, Morel et Le Veneur. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est pour les enfants. Comment faire pour faire construire des liens avec les parents qui ne veulent pas qu'on construise des liens avec des enfants? Oula. Oui, parce qu'auparavant, j'avais construit des liens depuis en métropole avant de venir. J'avais donné un numéro de téléphone, un téléphone neuf. Et depuis mon arrivée, ils ont enlevé le téléphone de la main des enfants. Et je ne peux plus avoir le contact. Et ils ont déménagé et j'ai pas d'adresse. Et personne ne veut me montrer les enfants. Et le procureur m'a demandé de construire des liens. Comment je peux construire des liens? Madame Waro, s'il te plaît, s'il vous plaît. Maître Le Veneur. Maître Waro, alors... Je m'incline devant ce choix. Alors, monsieur, est-ce que vous avez une décision du juge fixant des droits en votre faveur pour les enfants? Normalement, je devais avoir le droit de visite. Oui, mais c'était en métropole. Quand vous êtes venu à La Réunion, est-ce que vous avez saisi le juge pour dire « Je pars à La Réunion, est-ce que vous pouvez organiser mes droits ?» J'avais fait ça auparavant. On m'avait passé devant un réconciliateur pour pouvoir payer la pension alimentaire, que je ne peux pas payer la pension alimentaire. Alors, monsieur, bon, alors si déjà il y a une pension alimentaire... Ils ont pris 10 mois pour l'argent que je n'ai pas à payer la pension alimentaire. J'ai touché avec ça en ce moment-là. Oui. Alors, à mon avis, là, il est urgent de saisir le juge parce que déjà, il faut faire supprimer cette pension alimentaire parce qu'effectivement, si vous ne la payez pas alors qu'elle est fixée, elle est due. Et si vous ne la payez pas, c'est un délit. Vous risquez la prison.
Donc il faut faire supprimer cette pension alimentaire. Concernant vos droits, vous dites que vous avez laissé un téléphone aux enfants, vous ne savez même pas où ils sont. Normalement, le parent qui a les enfants doit vous informer en cas de changement d'adresse. C'est une obligation. S'il ne le fait pas, c'est une atteinte à vos droits. Donc il faudrait néanmoins, comme vous êtes venu à la réunion et que vous ne pouvez plus avoir les mêmes contacts avec les enfants qu'avant, ressaisir le juge aux affaires familiales de là où résident les enfants, ou en tous les cas la dernière adresse connue, pour faire fixer des droits en votre faveur. D'accord? Et supprimer en même temps la pension alimentaire. Là, il faut agir vite. Vous payez en cas si vous avez un travail, mais quand vous êtes touché à c'est pour ça, monsieur. Comment pouvez-vous payer la retraite? Justement, c'est ce que Maître Waro vous explique. Il faut faire supprimer la pension, vous ne pouvez plus la payer. Mais il faut un jugement pour supprimer. Ça ne supprime pas parce que vous ne pouvez plus payer. Ça supprime parce qu'un jugement constate que vous ne pouvez plus payer. Ce n'est pas automatique. D'accord? Voilà, monsieur. On a répondu à votre question. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, ah oui, c'est-à-dire que si on ne paye pas... Oui. C'est un délit. C'est un délit, hein? Bien sûr. C'est un abandon de famille. Ah oui, abandon de famille. Ok, d'accord. Ok, donc ça rigole pas. Ah ben non, ça rigole pas. On continue au standard. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Mais non, vous êtes pile poil à l'heure, là, je veux dire, à un moment, là, il n'y a pas de souci. Oui, allez, on y va. Oui, j'ai reçu ma taxe d'habitation à payer le 15 novembre 2015. Oui. Donc, j'ai déjà payé. Oui. Sur ma table d'habitation figure monsieur et madame. Donc, on était reconnus concubinage. Monsieur est décédé au mois de juillet de cette année. Et donc je voulais savoir, est-ce que j'aurais une... est-ce que c'est normal? Quoi? Ou bien j'ai déjà déposé le certificat de décès au niveau de l'impôt? Oui, en fait, c'est surtout le titre Madame Monsieur, en effet, qui vous pose problème, là, non? C'est ça? Non, moi je suis propriétaire de ma maison. On a été reconnus. D'accord. Monsieur vivait avec moi. Et le propriétaire, c'est Moi, uniquement je suis vous? propriétaire. Et le propriétaire, c'était vous deux ou uniquement vous? Allô? Oui. Le propriétaire, c'était uniquement vous ou c'était vous deux? Comment? Est-ce que vous étiez l'unique propriétaire du bien ou vous étiez... l'unique propriétaire, oui. L'unique propriétaire. Et là, c'est la taxe foncière qui est sortie. Taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Taxe d'habitation. Et vous étiez en concubinage depuis combien de temps avec ce monsieur? Monsieur est décédé au mois de juillet de cette année. Oui, non, mais vous viviez depuis combien de temps avec ce monsieur? Comment? Vous viviez depuis combien de temps avec ce monsieur? Depuis en 91. Donc depuis très longtemps. Et c'est quoi votre question en fait? Vous voulez savoir si c'est normal d'avoir mis monsieur, madame sur la taxe d'habitation? Voilà, oui. Là, dernièrement, j'ai reçu ma taxe d'habitation. Monsieur est décédé au mois de juillet. Donc, j'ai déjà payé, quoi. Oui, mais c'est pas grave, vous avez payé, changer. ça va rien changer. Votre question, c'est quoi exactement? Peut-être parce qu'en effet, peut-être que madame s'imaginait que le fait qu'il y ait madame, monsieur, le montant était affilié à deux personnes. Et là, le fait de mettre que madame, ça fait qu'il y aurait une ristourne. Le montant n'est pas en fonction du nombre de personnes qui vivent dans le bien. C'est en fonction de la situation géographique du bien, de la valeur locative, d'un certain nombre d'éléments fixés par les services fiscaux, mais pas par le nombre de personnes qui vivent dans la maison. D'accord. Voilà, donc ça change rien. D'accord. Voilà, donc, madame. Merci beaucoup. Merci. Réponse donnée par Maître Leveneur. Merci beaucoup. Très bonne soirée, madame. Merci. Avec Maître Waro, Maître Morel, Maître Leveneur, on vous souhaite la bienvenue et vous avez fait un numéro de téléphone et on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'étais en métropole en 2011. Oui. Je suis d'une maladie opérée en métropole. Et mon beau-frère, enfin, j'ai dit mon beau-frère, je peux me parler, avec ma soeur, il a mis sur mon loyer. Donc maintenant, je touche, et là, quand je touche la taxe d'habitation, là, il a son nom derrière. Ah, il s'est fait déclarer. Et là, je ne sais pas ce que je dois faire. Là, j'ai 200 € à payer. C'est le même problème que Et tout à lui, l'heure. lui, il veut rien régler. Alors, excusez-nous, madame, on a juste un petit peu pas très très bien compris depuis le début. Alors, est-ce qu'on pourrait reprendre depuis le début? Oui, voilà, j'étais en métropole. Oui. J'ai laissé mes clés à ma soeur. D'accord.
suite à une maladie. Dit, en 2011. Je me suis fait opérer en métropole. J'ai laissé mes clés à ma soeur. Mon beau-frère a profité de cela. Il a été aux impôts. Il a mis son adresse. Il a mis son nom sur mon adresse. Mais madame, qui habite l'appartement? C'est vous? Sur mon nom, moi. Non, mais c'est pas tellement le nom qui compte. C'est qui, aujourd'hui, vit dans le bien? Je vous entends pas trop, là. Qui, aujourd'hui, vit dans cet appartement? C'est vous ou votre beau-frère? Moi, personnellement. Alors, quel est le problème? C'est pas les impôts, ça compte je pas. suis À la limite, ce qui peut arriver, c'est le contraire. C'est que ce soit votre beau-frère qui reçoive une taxe d'habitation pour un appartement dans lequel il ne vit pas. Mais vous êtes tranquille, vous êtes dans votre appartement. Non, mais là, c'est moi qui reçois ma taxe d'habitation. Oui. Et moi, je reçois tout ce qu'il a dépensé, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il reçoit. C'est-à-dire quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous recevez? Je ne sais pas détailler. Oui, Vous mais par savez, exemple. l'envers de la feuille, là. Vous recevez quoi? Vous recevez des impôts qui sont dus par lui? Voilà. Eh bien, écoutez, vous dites aux impôts que c'est pas vous. J'ai été aux impôts. Ils m'ont dit, comme je suis veuve, j'ai droit qu'à payer la je ne comprends pas trop le rapport entre le fait que vous soyez veuve et le fait que vous deviez, d'après ce qu'on vous dit, acquitter les impôts de votre beau-frère. Vos impôts, l'impôt c'est personnel, madame. Donc Oui, la taxe d'habitation, tant que vous étiez en métropole, vous avez expliqué que vous étiez malade, vous ne Oui. la devez pas. D'accord? Ouais. Peut-être vous devez la taxe de la métropole. Oui. Voilà. ça. À partir du moment où vous revenez à La Réunion, vous réintégrez votre bien, au 1er janvier de l'année en cours, donc vous devez payer la taxe d'habitation de l'appartement à partir du moment où vous revenez à La Réunion. Si dans les années passées, il y a des taxes d'habitation qui sont dues et que vous n'occupiez pas le bien, mais il faut aller aux impôts, justifier que vous habitiez ailleurs et notamment en Oui, mais métropole. cet homme-là n'habite pas chez moi. Oui, mais d'accord, mais madame, peu importe, la situation est comme ça. Il y a une erreur de fait. Aujourd'hui, si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi on vous demande de payer Parce que des sommes qui lui, sont dues par votre beau-frère. Lui, dans l'année 2014, il a travaillé et tout ce qu'il a perçu, c'est déclaré sur ma taxe d'habitation. Non, mais ça, madame, Non, mais ça n'a c'est rien à voir, pas- madame, la taxe c'est pas- d'habitation, c'est complètement c'est pas dissocié. important, Ça n'a rien à voir, madame. Est-ce qu'il a Rien à déclaré, il paye un impôt sur le revenu, ça ne vous regarde pas. La taxe d'habitation, si elle sort sur son nom, c'est à lui de la payer. Ah, d'accord, Vous d'accord. payez, peu importe, c'est pas ce qui est marqué sur un papier qui compte. Ce qui compte, c'est la réalité. Et si la réalité, si le papier ne correspond pas à la réalité, il faut prendre, je ne sais pas dans quelle ville vous habitez, mais vous allez voir l'hôtel des impôts de votre commune ou de la sous-préfecture ou de la préfecture la plus proche, et vous expliquer, justificatif à l'appui, que vous êtes d'accord de payer votre part, mais vous n'êtes pas d'accord de payer pour lui. Mais il n'y a pas de problème majeur à mon avis. Voilà, madame. Donc, lui, dans ma part à moi, il n'a rien à payer. lui, Non, alors. rien. Non. Chacun, il paye son chacun. Voilà, Hein, y a pas de comme- souci. Chacun paye à Voilà. chacun. Voilà. Du moment où vous ne recevez pas des factures autres, etc. Mais voilà, là, c'est pas le cas, donc c'est très bien. Madame, une très très bonne soirée. J'espère qu'on a bien répondu à votre question. Excusez-moi, comme je vous ai entendu à l'antenne, j'ai mon compagnon qui veut poser une question. Il est foncier, il veut poser une question. Je vous le passe. Merci pour les renseignements. Merci. Merci, madame. Allez, c'est la suite. C'est le copain. On n'a pas toute la famille. Bonsoir. Oui. Ah, la question, Moi, je profitez-en. voudrais vous poser une question. Je loue une maison Oui. et la dame que je loue, je lui ai fait un contrat de loyer à 450 € par mois. Mais elle a fait un petit peu l'entretien de la maison, ça fait 1 an et demi. Ouais. Et elle me paye 350 €. Bon, moi j'étais d'accord. Et là, en ce moment, elle m'a dit qu'elle avait mis l'eau, la lumière sur son nom. En fin de compte, elle n'a même pas mis la lumière et l'eau sur son nom. Et là, j'ai pour 600 € de lumière et 450 € de l'eau. 600 € de lumière. Elle fait des lampes qui font pousser des plantes ou quoi chez vous? Qu'est-ce qui se passe là? Sérieusement, non mais c'est un truc de fou. 600 € d'électricité. Ouais. Ah, c'est bien. Alors, monsieur, là, donc, vous êtes le bailleur. C'est-à-dire que c'est vous qui louez une maison qui vous appartient, c'est ça? Oui. Et elle ne vous paye pas la totalité du loyer, déjà? Au lieu de payer 450, elle paye 350? Oui.
Et en plus, elle ne paye pas l'eau et l'électricité. Quand elle a pris le local, il lui appartenait de mettre l'eau et l'électricité, les compteurs à son nom. Oui. Est-ce qu'elle a fait la démarche ou pas? Ben, voilà, elle n'a pas fait la démarche. Et moi, j'ai eu un truc de recouvrement qui m'ont appris que je dois 600 euros. Donc c'était vous qui occupiez l'appartement avant? Pardon? C'était vous qui occupiez l'appartement avant? Oui. Ben, c'était à vous, quand vous partiez, de résilier vos contrats. Ben, est-ce que là, je peux le faire? Ben là, oui, mais vous allez devoir payer ce qui a été consommé entre-temps. Ben oui, voilà ce que j'ai aperçu. Ouais. Donc vous devez résilier les contrats et elle doit remettre les contrats à son nom. Oui, mais est-ce que je peux faire couper? Non, vous ne pouvez pas faire couper. Mais vous devez l'aviser que vous résiliez à compter de telle date et qu'il lui appartient de faire en sorte que les compteurs soient à son nom à compter de cette date-là. Bon, est-ce que je peux partir, exemple, à l'EDF avec le contrat de le bail du loyer, que depuis cette date-là, cette personne habite là et c'est elle qui devait payer... Ah oui, alors vous pouvez partir pour résilier le contrat et dire que c'est à cette personne d'ouvrir un autre contrat, un autre compteur à son nom, mais vous pouvez, le EDF va vous dire, monsieur, mais là, vous n'avez pas fait le nécessaire avant, ben c'est à vous de payer. Pour cette période-là. Pour la prochaine période, non, mais pour la période qui est passée, vous n'avez pas fait le nécessaire. Il ne peut pas demander ensuite de ça au locataire de pouvoir éponger une partie d'électricité. Il ne va pas accepter. Déjà qu'il ne paye pas le loyer, à mon avis. Mais les 350 euros et 450 euros, c'est parce que tout simplement, il y avait des travaux à faire dedans et que vous êtes arrangé comme ça. Quand elle touche la CAF, comment je vais faire là? Ah bah là, pour monsieur, le loyer à payer? Non, pour la l'EDF. CAF lui rembourse la partie du loyer. Oui. Comment je vais faire? Je lui porte plainte contre la CAF. Comment vous allez faire pour faire quoi? J'ai pas compris. Pardon? Oui, pour faire quoi au final? Je croyais que c'était par rapport à l'électricité, mais par rapport à quoi? Vous voulez faire quoi, monsieur? Elle ne respecte pas les règles de la loi. Alors, si elle ne respecte pas, par exemple, si elle ne paye pas le loyer qu'elle doit payer, il faudra aller voir un avocat pour faire résilier le bail et la faire expulser. D'accord. Voilà. Mais allez à l'électricité, allez à l'EDF, dites-leur que vous n'avez pas fait le nécessaire et faites déjà ce changement-là. Et puis après, essayez de vous arranger avec votre locataire. Voilà, monsieur. Mais surtout, n'oubliez pas la prochaine fois de changer vos contrats eau et électricité. Très bonne soirée, monsieur. Très bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, allez, au revoir. Merci. On continue au standard. Bonsoir, les experts. On vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Oh, écoutez, on est là pour ça. On vous écoute. Il y a 2 ans de ça, mon mari il était convoqué au tribunal. Oui. Oui. On vous écoute. Allô? Donc voilà, il y a 2 ans de ça, mon mari était convoqué au tribunal par une de ses ex qui lui a fait une demande de pension alimentaire. Et son ex a pris un avocat d'office. Mon mari, il est parti tout seul, sans avocat. Et aujourd'hui, la dame, son ex... Oui. En fait, on pourrait passer des pubs, en fait. On pourrait infiltrer des pubs dans... Une pause de publicité. Ouais, une pause de pub. Son ex, quoi, madame? Donc voilà, aujourd'hui, l'avocat d'office que son ex a pris veut que c'est mon mari qui paye la prestation que son ex a eue. Monsieur, je voulais savoir, est-ce que c'est normal? Alors, non, c'est pas l'avocat qui décide, c'est le juge. Votre concubin est passé devant le juge. Oui. Et c'est le juge qui a fixé la pension. C'est pas l'avocat qui fixe le montant de la pension, c'est le juge. Est-ce qu'il a fait appel de cette décision, puisque visiblement il n'est pas d'accord avec le montant? On n'a pas fait appel, on reçoit le courrier seulement, mais on n'a pas fait appel, on ne sait pas comment ça se passe. Vous avez reçu le courrier en recommandé ou par un huissier? Comment vous avez reçu ce courrier? Une lettre normale. Une lettre normale. Donc si c'est par lettre normale, pour l'instant, vous pouvez faire appel. Vous êtes dans les délais. Si vous n'avez pas une notification judiciaire qui vous informe des délais d'appel, vous pouvez toujours faire appel de cette décision. On a déjà eu 2 courriers. Comment? On a déjà eu 2 courriers. Mais jamais en recommandé avec les notifications? Non. Il y en a, aucun été en recommandé sur les 2 courriers? Du tout. Que des courriers simples? Voilà.
Comme quand on reçoit une amende, une lettre comme quand on reçoit une amende, mais après quand j'ai vu que c'était écrit aide juridictionnelle dessus, c'est là que j'ai fait le rapprochement. Alors c'est différent, c'est-à-dire que vous avez reçu, alors c'est pas le jugement que vous avez eu là, si c'est écrit... Non, le jugement là, mon mari il a déjà eu le jugement, lui, il respecte, il paye sa pension alimentaire, mais maintenant, l'avocat d'office que son ex a pris, il veut que c'est mon mari qui règle la prestation que de son ex. L'avocat veut qu'il règle c'est quoi la prestation? L'avocat d'office que son ex a pris, madame, comme la dame ne travaille pas. Oui. Maintenant, alors, c'est pas l'avocat d'office, non. Mon mari paye. Non, je vois. C'est-à-dire que c'est l'aide juridictionnelle qui demande à votre mari, dans les dépens, de rembourser une partie de l'aide juridictionnelle. C'est pas l'avocat. C'est l'aide juridictionnelle qui, maintenant, ça se fait un peu. Avant, il le faisait pas, mais j'ai vu effectivement des gens maintenant qui sont venus pour ça. C'est-à-dire que l'aide juridictionnelle, la personne, l'adversaire, donc prend aux frais de l'État un avocat. Et maintenant, ce que l'État faisait peu, maintenant l'État le fait, envoie à des gens des courriers en disant voilà, votre ex a eu l'aide juridictionnelle, donc vous avez tant à payer pour recouvrer une partie de l'aide juridictionnelle. Mais c'est pas l'avocat qui demande ça, hein, c'est l'État. Donc je dois payer alors. Bah oui. En fait, le problème c'est que ça va être après, ça peut être majoré comme n'importe quel. J'ai été majoré. Et ben voilà. Donc il y a intérêt à payer, oui. Ok. C'est une centaine d'euros, c'est ça? Qu'on paye l'avocat d'une autre personne. Non, c'est vous payez l'État. C'est une centaine d'euros en gros, c'est ça? 200. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Oui, non, il faut le payer. Voilà, madame. Je vous remercie, madame. Voilà, ça fait mal au porte-monnaie. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Excusez-nous pour cette mauvaise nouvelle. Au revoir, bonne soirée. On continue avec les experts, en compagnie de Maître Waro, Maître Morel et Maître Leveneur. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Et j'avais appelé il y a 15 jours pour un truc pour pension alimentaire. Oui, pour une pension alimentaire. Voilà. D'accord. Je suis passé devant le juge il y a plus de 3 ans. Je paye mes pensions alimentaires avant la date du 10 de chaque mois. Oui. Et ça fait 2 mois que j'ai vu que madame n'encaisse pas mon chèque. Je suis allé à la banque pour voir si je peux faire virement sur son compte. Elle a fermé son compte directement à la banque. Comment dois-je faire? Ah, elle a fermé son compte alors, comparé à 15 jours, Maître Morel, vous étiez avec moi. Voilà, effectivement, c'est moi qui vous avais répondu. Voilà, eh ben, écoutez, c'est la suite. Si elle n'a plus de compte en banque, comment vous la payez jusqu'à présent? Vous faites des chèques? Comment vous faites? Oui. Ben, comment elle va faire? Elle a fermé son compte dans cette banque-là, mais à mon avis, elle a dû rouvrir un autre compte ailleurs. Parce que comment on fait pour encaisser un chèque bancaire si on n'a pas une compte à la banque? Explique à maman. Non, je sais, mais... Donc, elle a dû fermer son compte dans la banque que vous connaissez. Oui. Peut-être qu'elle nous a entendu à la télévision. Et elle a dû ouvrir un compte dans une autre banque. C'est ça. Donc oui, là... Oui, parce que le problème de monsieur, c'est que parce que la dame, elle laissait les chèques et elle les encaissait un petit peu à son bon vouloir sur un délai de 1 an. Et monsieur avait des dépenses à faire et ça lui chamboulait un peu. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être envoyer des mandats par la poste. Un mandat postal. Voilà, c'est ça, un mandat cash. Et donc, si elle refuse, la poste va vous aviser qu'il y aura un refus, mais vous gardez précieusement les refus au fur et à mesure. Oui, dans l'absolu... J'ai reçu comme quoi je fais par me lettre recommandée. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui est de mauvaise foi, il faut appeler un chat, comme ça, soit vous envoyez le recommandé avec le chèque tous les mois et vous gardez bien la preuve comme quoi le recommandé est arrivé. Oui. Mais moi, essayez peut-être de bifurquer sur la voie des mandats postaux. Vous envoyez un mandat cash par la poste, et à ce moment-là, on verra bien si elle le refuse ou pas. Essayez de faire comme ça. Et est-ce que vous enlevez la somme du recommandé par rapport à la somme que vous donnez? Ah, ça, il n'a pas droit, ça. On n'a pas le droit? Non. Bon, ça, le recommandé, comme on dit, c'est pour votre pomme. C'est pour la pomme, voilà. Bon, bah écoutez, pour garder une soif, et rappelez-nous dans quelques jours, s'il n'y a pas de solution, vous nous redirez. Bah, même le micro est émoustillé devant votre venue. Donc, bon, on me dit que c'est pas grave, Donc, gardez-le comme ça, il vous va très très bien. Montez-le un peu le micro. Voilà, très très bien. Bah, écoutez, voilà, monsieur, on a répondu à votre question. Oui. Pour les chèques que j'ai déjà fait, que la banque sait que moi je fais moi. Non, mais les chèques, vous les avez faits, mais ils n'ont pas été encaissés. Non. Et vous avez la preuve de l'envoi du pli recommandé? Oui. Bon, mais écoutez, vous bougez pas, vous attendez.
Si jamais elle porte plainte contre vous, vous aurez la preuve que vous avez posté les chèques. Oui. D'accord? Bon, dans ce cas-là, vous attendez. Vous dites, écoutez, moi, si jamais... Mais ça fait déjà 2 mois, je vais faire la Ouais, 3e dans... Vous savez, le problème, c'est que là, c'est des comportements complètement ahurissants. Donc, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à vous mettre dans l'ennui. Gardez précieusement la preuve des envois recommandés. Oui, si jamais elle porte plainte, on disait tout à l'heure que c'est vrai que l'abandon de famille est un délit. Si jamais elle porte plainte contre vous au commissariat de police, quand le policier va vous convoquer, vous direz, bon monsieur, regardez, moi j'envoie mes chèques, mais comme on dit en créole, elle fait la malice avec moi et elle n'encaisse pas les chèques. J'ai des impôts, tout ça à payer, j'ai des voitures. Maintenant, c'est à vous de gérer, de garder la provision des 2 chèques en question, en termes d'épargne, entre guillemets, en se disant que les chèques peuvent être encaissés d'un moment à l'autre. Quitte à ouvrir un petit compte à côté pour pouvoir glisser la somme que vous mettez, comme ça, moi, quand ça arrive, vous la ressortez, vous la redonnez, mais c'est pas évident. Mais enfin, voilà le conseil, en fait, de Maître Morel sur 15 jours. D'accord. Bah, pas sur 15 jours dans la durée, ce serait un peu long quand même. Je vous dis à bientôt. À dans 15 jours. Merci. Allez, on continue au standard. 02 62 566 566. Bonsoir. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, on va vous y répondre. Je suis en litige avec un organisme de l'État. Je ne sais pas si je peux citer le nom. Non. Allez, moi, on m'a dit non. Si vous voulez, qui demande à faire une expertise. Excusez-nous, dans notre euphorie, on ne vous a pas entendu. Voilà, une expertise médicale, pour tout vous dire. Si vous voulez, j'ai été convoqué à cette expertise. Oui. Et je suis resté 5 minutes dans le cabinet de ce médecin. Et on m'a renvoyé chez moi. Et il n'y a pas eu d'expertise. Et aujourd'hui, le tribunal en question se fonde sur cette expertise qui n'a pas été faite, en fait, pour me juger. Et c'est une expertise qui est tout à fait contre moi, alors qu'avant, il y avait 8 expertises qui étaient faites et qui étaient pour moi. Ouais. Voilà, donc là... 8 expertises en votre faveur et une qui ne l'est pas et qui a été faite en 5 minutes, c'est ça? Cette expertise qui n'est pas en ma faveur, c'est une expertise qui n'a jamais eu lieu. Et aujourd'hui, on se base sur cette expertise-là pour me dire, ben non monsieur, vous voyez, là vous avez tort. Monsieur, les 8 expertises dont vous parlez, là, c'est vous qui les avez fait toutes seules? Tout seul? Pardon? Les 8 expertises qui ont été faites, c'est vous qui les avez fait tout seul? C'est vous qui les avez faites tout seul, c'est un jugement qui a ordonné l'expertise? L'expertise, c'est-à-dire il y a eu une expertise, contre-expertise, expertise contre-expertise. Monsieur, c'est pas possible. Mais j'ai un avocat. J'ai un avocat, oui. Non, c'est pas un avocat. Est-ce que c'est le tribunal qui a ordonné ces 8 expertises? Le tribunal était d'accord. Alors, je vous explique comment ça se passe. Oui. D'accord? Alors, normalement, vous pouvez vous demander une expertise à votre assurance, à qui vous voulez. D'accord? Oui. Cette expertise-là, elle vous sert pour demander au tribunal une expertise judiciaire, mais ce n'est pas une expertise qui est complètement valable. D'accord? Pour qu'une expertise soit valable, c'est-à-dire qu'elle soit contradictoire, qu'elle réponde à certains critères, il faut que ce soit une expertise judiciaire. Si lors de l'expertise que vous avez eue, l'expert n'a pas fait ce qu'il fallait, il aurait fallu faire ce qu'on appelle un dire en disant à l'expert, mais vous m'avez convoqué, vous n'avez rien fait. D'accord? Donc je vous demande de vous prononcer sur tel et tel point. Et ensuite pouvoir demander ou un complément d'expertise ou une contre-expertise. Là, dans votre cas, je ne comprends pas trop pourquoi il y a eu 8 expertises. Ça me semble... Je ne comprends pas pourquoi. Donc, et là, vous me dites que le tribunal se base que sur la dernière expertise parce que ça va être une expertise judiciaire. Et avant, ça devait être les expertises des assurances, de votre Non, ça a toujours été une expertise au tribunal. Monsieur, 8 expertises au tribunal? Oui. Bah écoutez, je ne sais pas. Si ça devait être des expertises... je vais vous dire, c'est le tribunal des affaires sociales. Ah, c'est un accident du travail.
C'est un accident du travail? C'est un accident de travail. D'accord. C'est des expertises qui ont eu lieu à des moments différents, alors? Qui ont lieu à des moments différents, qui a eu un rebondissement en 96. D'accord. Mais c'est des faits que je ne peux pas, D'accord, votre préjudice, il a dû évoluer, bien sûr. votre situation a dû changer. Donc maintenant, si vous avez une dernière expertise qui vous donne tort, à mon avis, vous faites appel. Mais vous auriez dû quand même faire ce qu'on appelle des dires à experts. Au moment de l'expertise, ça s'est passé dans de mauvaises conditions. Ça vous aurait été utile. Maintenant, il m'a demandé 4 témoins. Oui. Mais peut-être. Oui, mais peut-être. Mais en tous les cas, si ça s'est passé dans de mauvaises conditions, vous auriez dû signaler dès le départ. C'est ce qu'on a fait. Mais je sais pas. Ils n'entendent pas raison là-bas. Alors, monsieur, là, vous avez plusieurs solutions. Ou effectivement, vous faites faire une expertise par vous-même qui contredit la dernière expertise et vous dites au tribunal, là, il y a 2 expertises qui se contredisent, je veux une contre-expertise. Ou alors, vous faites appel. D'accord. Voilà, monsieur. Merci. Merci beaucoup, très très bonne soirée. Merci de votre coup de téléphone, merci de votre appel. Merci beaucoup. Très très bonne soirée. On continue, standard 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, un petit renseignement là. J'ai un petit souci là et j'appelle pour avoir un petit renseignement. Bien sûr, faisons-nous plaisir, allons-y. Voilà, je suis en instant de divorce avec ma femme. Et que nous étions mariés, nous acheté un terrain à D, avec une petite maison dessus. Après, nous avons construit notre maison. La maison est faite là, et comme que madame, elle y travaille, elle y gagne de l'argent plus que moi, et comme que les a passés devant les juges, le juge, comme j'étais obligé de sortir, quitter la maison, je suis dans un loyer maintenant. J'ai payé un loyer de 750 €. Et comme la maison, elle l'a fait, elle n'était pas encore fini de payer, il y a encore de crédit dessus, elle continue à payer. Et la vieille maison, il y a un locataire dedans. Et qui me donne la moitié elle me donne la moitié de la maison. Et comme que certaines voitures, la voiture est presque neuve, mais elle y veut la moitié de la voiture que j'ai achetée. Vous lui donnez 2 roues et puis un quart de volant et c'est bon, il y a l'essuie-glace, hein. Non, je plaisante. Vous êtes à quel... C'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Vous êtes à quel... Vous êtes à quel... Je travaille maintenant à côté, je paye mon loyer de 750 € tous les mois, j'ai mon lot, j'ai mon électricité, j'ai tout. Il faut que je mange, il faut que je bois, et je mets les choses dans ma voiture, et il faut que je donne encore la moitié de la voiture. Et en plus, il me demande que 90 000, j'ai 90 000 € et il veut la moitié de temps et j'ai jamais avoir 90 000 €. Et en plus que la voiture que j'ai achetée crédit. Vous êtes à quel stade de la procédure là, monsieur? Pardon? Vous êtes à quel stade de la procédure? Vous êtes déjà allé devant le juge? Il y a déjà une ordonnance de non-conciliation? Oui, mais là, le divorce, il doit pas tarder à passer, là. Voilà, donc vous avez un avocat dans le cadre de cette procédure. Oui. Voilà, et alors en fait, quand vous dites que madame demande... Oui, elle peut demander tout ça, mais c'est à votre avocat de dire pourquoi il faut... Voilà, compte tenu des éléments, de tout ce que vous venez de nous dire concernant vos revenus, le fait qu'il y a un patrimoine immobilier commun qui est quand même relativement important, parce que vous avez quand même 2 maisons, que vous avez les rentrées locatives, c'est qui les touche? C'est elle ou c'est vous? C'est elle, mais par contre, elle y touchait le locataire et il me donne la moitié de temps. Elle vous donne la moitié. Bon. Voilà, oui. Donc voilà. Donc en fait, elle peut demander un certain nombre de choses, mais c'est pas parce qu'elle les demande qu'elle les obtiendra. Donc en fait, il faut que vous allez voir votre avocat et vous dites vous n'êtes pas d'accord pour telle et telle raison, vous voulez pas lui donner la moitié de la voiture. Et après le problème des biens immobiliers, soit vous pouvez le régler maintenant si vous êtes d'accord et vous allez voir un notaire, ou vous le faites après le divorce. Vous allez voir le notaire après le divorce pour la liquidation du régime matrimonial. Mais en tout état de cause, c'est pas parce qu'elle demande quelque chose qu'elle l'obtiendra forcément. Oui. Parce que là, ça m'ennuie beaucoup parce que
Il me demande 10 000 euros. Il propose que j'ai 90 000 euros et j'ai pas de preuve, j'ai pas de relevé de banque pour dire que j'ai 90 000 euros pour lui donner la moitié. Ben vous allez voir votre avocat, vous lui expliquez tout ça et lui, il vous demandera un certain nombre de pièces qu'il fournira au tribunal pour expliquer que vous n'avez pas cette somme-là. En tout état de cause, d'ailleurs, si elle dit que vous avez cette somme-là, c'est à elle de prouver que vous avez cette somme-là. Voilà, c'est pas à vous de prouver un fait négatif, en fait. Aussi, voilà, ouais. Oui, et puis alors, faire une vérification sur un compte, c'est très simple maintenant. Hein. Ben oui. Voilà. Ouais. Maître Leveneur, quelque chose à rajouter? Non. Non. Bon, bah écoutez, voilà. Monsieur, j'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, ben, Mais je vous remercie beaucoup. il n'y a pas de problème, et ne stressez pas trop, hein, monsieur. Hein. Ça va bien se passer. De temps en temps, à l'heure actuelle, il y a trop de choses à payer. Hein. Ben, je sais bien. Et ouais, c'est le cas de beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'on comprend tout à fait votre position et à la fois votre désarroi. Ben oui. Voilà. Très bonne soirée, monsieur. Allez, bonne soirée à vous aussi. Merci pareillement et merci d'avoir suivi les experts. On continue au standard, il nous reste encore 10 bonnes minutes d'émission. Eh bien écoutez, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voudrais avoir un petit renseignement s'il vous plaît. Voilà, dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, Oui. en fin de compte, j'ai mon mari qui est actuellement en litige avec son ex-employeur au niveau du tribunal des prud'hommes, au niveau de la cour d'appel. Et en fin de compte, il a reçu le premier jugement. Il a été admis à son premier jugement. Et là, le procès qui devait se passer le 10 novembre, on a appris de la part de notre syndicat que son entreprise était en liquidation judiciaire. En fin de compte, on voudrait savoir avec quel recours on a par rapport à la situation et à qui il faudrait s'adresser pour faire valoir ses droits. Alors là, madame, si l'entreprise est liquidée, gros problème. Hein. Parce que si vous voulez une entreprise, si elle est liquidée, c'est qu'elle est morte. C'est que vous me disiez que l'employeur de votre mari est mort. Bon, et quand quelqu'un meurt... Et en liquidation judiciaire. Oui, mais une liquidation, c'est l'équivalent d'une mort pour une entreprise. Quand une entreprise est liquidée, c'est qu'elle disparaît. Et même pour l'être humain, des fois, on peut le liquider, mais là, c'est autre chose. Donc, l'entreprise est liquidée, et quand elle est liquidée, c'est qu'il n'y a plus de liquide, il n'y a plus d'argent. D'accord. Donc là, vous allez peut-être, si c'est, moi je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que le Conseil des prud'hommes en première instance a retenu comme condamnation. Pardon ? Le traitement des salaires. Alors, s'il y a des salaires, vous allez pouvoir faire appel à travers le syndicat, hein, puisque ce n'est pas un avocat que vous avez choisi, c'est un syndicat qui vous conseille. Oui. Donc, il faudra demander à votre syndicat, mais il en est informé en principe, à un organisme qui s'appelle l'assurance de garantie des salaires, l'AGS. Oui. Donc, l'AGS, bon, c'est l'État en fait, hein, c'est l'État qui va couvrir la partie salaire. D'accord. Attention, l'AGS ne couvre pas tout. Mettons qu'il y ait des dommages-intérêts, mettons qu'il y ait de l'article 700, c'est-à-dire des frais qu'on vous accorde pour vous aider à payer votre avocat ou votre syndicat. Ça ne sera pas couvert. D'accord. Mais l'AGS peut, si on le met en cause, et même doit, rembourser les salaires qui sont dus par l'entreprise en liquidation. Ça, vous allez récupérer. D'accord. Le reste, sauf si dans la liquidation, il y a des biens, il y a des actifs, ce qui est très rare, je ne vous cache pas. Généralement, quand une entreprise met la clé sous la porte, c'est qu'il y a un passif qui est énorme et il y a un petit actif comme ça. Le petit actif, il est aspiré par l'administration fiscale et les cotisations de la sécurité sociale. Et donc, pour les créanciers normaux, même si quand on est salarié, on a un privilège, généralement, ils ne touchent pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, demandez au syndicat de mettre en cause l'AGS, en 1. En 2, par sécurité, demandez-lui de faire une déclaration de créance auprès du liquidateur. C'est ce qu'on a fait là. Bon, là, c'est un recommandé, très bien. Et pour le reste, il faut attendre. Mais je crains fort, je ne veux pas être pessimiste, je crains fort que vous ne récupériez que les salaires, la partie salariale, qui vous sera servie par l'AGS. D'accord. Voilà. Au pire, on récupérera que ça, mais au moins... Au moins, vous allez récupérer quelque chose. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Je vous remercie quand même. Je vous en prie, madame. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Rien, c'est pour moi, c'est les tontons flagueurs, ça me fait rigoler. On continue au standard 02 62 566 566. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. J'ai un petit renseignement à vous demander, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Donc, on avait un petit terrain qui appartient à notre grand-père. Et notre grand-mère, elle est morte. Donc, il y a mon demi-frère comme moi-même, il a vendu.
Donc, il n'y a rien de l'anneau. Donc, moi-même, il voudrait savoir... excusez-moi, je parle créole, hein? Non, vous excusez pas. On s'excuse, on parle... Il avait le droit de faire ça, parce que... donc, il a vendu, il n'y a rien de l'anneau. Alors, madame, si le terrain appartenait à votre grand-père et à votre grand-mère, votre frère ne peut pas vendre le terrain. Je ne comprends pas. Oui, il l'a vendu, mais il a vendu devant un notaire? Il n'y a pas consulté à nous, rien. C'est pas possible. Ou alors le notaire a fait une erreur, il a mal vérifié quelque chose. Donc, il a vendu comment? À la main ou devant le notaire? Là, maintenant, il connaît, il a vendu. Bon. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier tout ça. Parce que des fois, on dit qu'on a vendu et en fait, si c'est que des mots, c'est pas une véritable vente. Donc, il faudra d'abord aller au service des impôts pour demander un relevé de propriété et une fiche de renseignement sur la parcelle, voir exactement à qui elle appartient, à qui elle a appartenu, pour vérifier d'abord si cette vente a été possible. D'accord? Vous m'avez compris là? Vous l'avez compris à moi là? Oui. Donc, ça va d'abord au cadastre. Oui. Où demande un relevé de propriété et une fiche de renseignement sur l'immeuble. Oui. On va d'abord voir si l'immeuble a été vraiment vendu, à qui lui appartenait, par qui lui a été vendu, par qui il a été acheté. Oui. Et après, on rappelle à nous. Ouais. Merci beaucoup pour le renseignement. Merci beaucoup. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, dernier appel pour l'émission Les Experts en direct de Télé Créole et également en simultané sur Créole FM. Bonsoir. Allô? C'était le dernier appel. Allez, bonsoir. Ah vous êtes là, super, je commence à pleurer. On vous écoute. Oui. C'était pour savoir un renseignement, s'il vous plaît. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Comment ça se passe? Pardon, excusez-moi. Mais c'était pour savoir, en fin de compte, si par exemple je voulais aller en voyage, est-ce que c'est par rapport à ma fille, à mon garçon, en fin de compte? Ouh, là, excusez-moi, parce que là, on a sauté sur... Elle veut aller en voyage avec ses enfants. Oui, vous pouvez aller en voyage avec vos enfants. C'est quoi le problème? Oui, madame. En fin de compte, comment dire, le père de mon fils, il a reconnu son enfant, mais est-ce que si je vais dans un autre pays ou en voyage, est-ce que j'ai le droit d'emmener mon enfant avec moi sans qu'il signe un papier ou autre? Est-ce qu'il a reconnu l'enfant? A-t-il reconnu l'enfant, madame? Non, il n'a pas reconnu l'enfant à la naissance, mais comment dire ça? Il a reconnu après la naissance? Dans le livre de famille qu'il a été reconnu, mais l'enfant ne porte pas son nom. Il a été reconnu combien de temps après la naissance? Combien de temps après la naissance? Ah, il y a Plus décalage. d'un an ou moins d'un an? Madame. Le marmaille, il avait un an quand le papa est reconnu ou il avait moins d'un an? Moins d'un an. Alors, moins d'un an, ça veut dire qu'il a l'autorité parentale sur cet enfant. Donc, normalement, si vous partez à l'étranger, si vous avez un projet de vie avec votre enfant, vous devez l'informer de votre désir de partir, voilà, et d'expliquer les raisons. S'il s'oppose à ce départ, là, vous devez saisir le juge aux affaires familiales qui doit trancher. Vous ne pouvez pas partir avec l'enfant hors du département ou voilà, changer de résidence de l'enfant, changer la vie de l'enfant sans l'accord de l'autre parent. Et s'il y a un désaccord, c'est le juge qui tranchera. D'accord. Voilà, madame. Est-ce qu'on a pu répondre à votre question? Vous avez un petit complément de 30 secondes encore, non? Oui, parce que si par exemple je reste à la Réunion, mais je vais loin, à Saint-Rose, un truc comme ça. Mais si vous pouvez j'ai le droit de ménager sans l'accord du père quand même. Est-ce qu'il y a un juge qui a déjà statué sur votre situation? Oui. Oui? Il a fixé la résidence des enfants avec vous? Oui, avec moi. Bon, si vous voulez déménager, le père, il a un droit de visite et d'hébergement le week-end alors? Et la moitié des vacances? Oui, mais l'enfant encore petit, on m'a dit que... Il a combien? Il a quel âge votre enfant? Je ne peux pas dormir chez lui. Il a quel âge votre enfant? 3 ans. 3 ans. Bon, non, mais là, si vous changez de résidence, vous l'informez que vous changez de résidence. Il faut toujours qu'il puisse garder un contact avec son enfant, et il faut toujours qu'il puisse savoir où est son enfant. Donc, si vous voulez changer de résidence, vous l'informez que vous allez habiter à partir de telle date, à tel endroit. Il ne faut pas que ça bouleverse non plus ses droits à lui. D'accord. Voilà, madame. Voilà.
Alors, merci. Merci, très bonne soirée, merci. Eh bien écoutez, cette émission touche maintenant à sa fin. Merci Maître Leveneur, merci Maître Waro et merci également Monsieur Maître Morel d'avoir été présent pour cette émission. En effet, les experts juridiques, on se retrouvera pour ma part dans 15 jours. La semaine prochaine, ce sera avec la belle et ravissante Johanna, que vous aurez le plaisir d'avoir avec d'autres attributs, ce que je n'ai pas. Sur ce, eh bien écoutez, très très bonne soirée et on se retrouve bien sûr pour de nouvelles aventures dans l'émission Les Experts.